Ça veut dire quoi le tourisme positif? Ce terme tourisme positif pour éviter justement de s'enfermer dans un tourisme de niche et pour toucher de manière plus large tous les produits et services touristiques. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d'un tourisme de sens, proposant des expériences vertueuses en lien avec son territoire. De la prise de conscience au passage à l'acte, il n'y a qu'un pas. Il est le résultat d'un alignement entre réflexion personnelle sur les enjeux actuels, comprendre ce qui nous anime au plus profond de soi et l'expression de sa singularité dans ses activités. Ce travail offre une diversité d'opportunités de se différencier et de sortir des schémas traditionnels. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin d'un tourisme positif. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur la page expérientielle de Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles sur ce podcast et en partageant autour de vous. Nous sommes le 22 avril et c'est officiellement le jour de la Terre. D'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas célébrer tous les jours la Terre comme le font les peuples racines? Pour cette occasion, nous allons partir au Québec, à la rencontre d'une femme avant-gardiste et visionnaire. Pionnière dans le mieux-être au Québec, Jocelyna Dubuc nous partage sa philosophie de vie qui l'anime depuis 45 ans dans l'aventure du Spa Eastman et qu'elle partage avec ses équipes, ses clients et partenaires pour favoriser le respect de la terre et de l'environnement. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme, au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Jocelyna, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Expérientiel. Aujourd'hui, nous sommes au Québec avec une visionnaire dans le monde du bien-être et du mieux-être qui vient de célébrer 45 ans de la création de Eastman Spa. Alors, sans attendre, Jocelyna, je vous dis félicitations, bravo, 45 ans. C'est super. En plus, merci d'avoir accepté l'interview aujourd'hui, Merci. après un lendemain de célébration. Hein. Et je vous invite donc à nous dire qui vous êtes et ce que vous faites et quel est justement Eastman Spa. Mon Dieu, c'est une grande question. C'est une grande question. En fait, là où on est aujourd'hui, 45 ans plus tard, nous, on prononce le spa Eastman et à la française. Et alors, c'est un domaine de 323 acres. Il y a plus de 15 kilomètres de sentiers en forêt et les gens viennent en séjour. Pour le moment, en ce moment, on a 44 chambres et c'est un endroit où les gens viennent se ressourcer, se remettre en forme à travers différents, je vous dirais, outils. Pour moi, je vois ça un peu comme quand les gens viennent ici pour une semaine, c'est comme s'ils étaient en croisière. Il va y avoir plein d'activités, des activités de bien-être qui sont inclus. C'est fait par forfait. Et les gens découvrent notre cuisine, qui est une cuisine entre parenthèses anti-inflammatoire, mais gastronomique, dans le bonheur et dans le plaisir. Alors, c'est une expérience de vie dans un monde très nature. Il y a beaucoup de forêts autour de nous et tout ça.
Et là, on est sur le point de basculer dans une autre étape de notre croissance où on va ajouter 4 pavillons en fait, c'est 24 chambres qu'on ajoute, ou construit complètement avec les règles de l'art au niveau écologique en ce moment, avec des panneaux solaires, la récupération de l'eau, une serre intégrée, des saunas infrarouges à l'intérieur. Alors, c'est un type de maison qu'on construit qui vont devenir de l'hébergement pour nous, mais dans un hébergement complètement sain avec les matériaux qui ont été utilisés. En fait, c'est un rêve de très, très, très longue date que j'ai, qui, qui se réalise seulement maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives, mais le savoir n'était pas là. Le savoir écologique, comment on construit des maisons autonomes, vraiment, tout en étant dans les règles de l'art de l'hôtellerie. Ici, on appelle ça du 4 étoiles ou du 5 étoiles. Alors là, on commence dans cette nouvelle vague qui va compléter notre offre touristique. Voilà. Je résume très, très brièvement, mais on va se raconter des histoires. Voilà, on va se raconter des histoires et on va commencer par l'origine de ce projet, Spa Eastman. Comment dire, ça a commencé dans les années 70. En préparant cette émission, vous me racontiez un peu comment c'est venu parce que vous n'êtes pas du tout, vous venez pas du milieu du bien-être, ni de l'hôtellerie, ni du tourisme. Alors racontez-nous un peu votre histoire. Alors au départ, je suis professeur d'histoire puis de géographie. En fait, petite parenthèse, je voulais être médecin. Et ma mère est morte, j'avais 17 ans. Et ça a fait basculer ma vie. Mes rêves ont changé. Et alors, j'ai pris une formation pédagogique, hein, professeur d'histoire et de géographie. Mais l'humain, la santé, il y avait une sensibilité, un goût de quelque chose. Puis un jour, je me retrouve dans un petit magasin d'alimentation naturelle euh, que je découvre. On est dans les années 60 et on me suggère 2 livres. La cure de raisin et puis le livre, Le jeûne du docteur Shelton. Je pars avec ça parce qu'on me dit que j'avais besoin de me désintoxiquer, des petits problèmes de santé banals. Et je tombe dans un univers incroyable de oh mon Dieu, l'alimentation, ça a un impact sur comment je me sens. Alors, je fais cette cure de jours de jeûne, 15 jours de raisin, et je me retrouve dans une forme, tout en enseignant. Alors, un goût de partager ces choses-là m'allume avec mes étudiants. Ils me trouvent un peu spécial, mais bon. Je découvre le yoga, je découvre la méditation au même moment. C'est l'époque. Et là, oh mon Dieu, ce que je pense, on est des places publiques, hein? On est plein de croyances et de tout. Je découvre qu'on a un pouvoir là-dessus. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait une bombe à l'intérieur de moi. Et je me mets à rêver de créer un endroit où les gens viendraient se ressourcer, se mettre en forme, découvrir une alimentation qui fait du bien, découvrir la méditation, le yoga. Alors, c'est parti de cette essence-là. En même temps, je découvre aussi que le plastique est un polluant incroyable. Cette notion de polluer l'environnement, c'est dans les années 60 que je l'ai eue, à travers plein de petites choses qui me sont arrivées, qui me faisaient découvrir que mettre des produits chimiques dans le sol, c'est terrible pour les aliments. On nous avait vendu l'idée que pour nourrir la planète, il fallait vraiment optimiser le sol. On ne nous avait pas dit qu'on l'appauvrissait en même temps. Alors, je découvre que, oh là là, si je mets du DDT, parce qu'à l'époque, ça existait, c'est terrible ce que ça peut faire à la santé. Alors, tout ça mis ensemble, avec des prises de conscience importantes, j'avais de la difficulté à acheter des choses qui étaient enveloppées de plastique. J'avais l'impression de contribuer à la pollution de la planète. Comment on fait? Comment on fait? Alors, bon, puis j'ai 22 ans, 23 ans, 24 ans, il y a des prises de conscience et c'est comme ça que j'ai créé le
l'endroit, le Spa Eastman, avec ses valeurs de fond, à la fois personnelles, et puis comment je contribue à la pollution ou à la non-pollution de mon environnement. Mais par quel bout on prend ça? Comment on fait? On s'entend, je suis prof, je suis pas ingénieur. Je suis pas... Alors, il y a eu une grande curiosité qui se nourrissait chez moi à travers les personnes que je rencontrais qui avaient du savoir. Et je vous dirais que c'est quasi une chance que je n'ai pas été médecin. Parce que si j'avais été médecin, j'aurais été, nous on dit une expression, frémé d'une certaine façon. Mais parce que je ne l'étais pas, ma tête pouvait aller autant. J'ai découvert vos grands naturopathes en France, docteur Raymond Dextré, les Allemands, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise. Alors, ça m'a nourri de dire, mon Dieu, l'impact que je peux avoir sur ma santé est à travers 1 million de petits gestes. Alors, c'est sûr que le Spa Eastman, d'entrée de jeu, c'est autour de l'alimentation, donner une alimentation vraiment saine. C'est aussi autour de la méditation à l'époque. Et au fil des années, il y a eu des prises de conscience et comme je pense, entre autres, nous ici en Amérique, cette notion de construire des maisons autonomes, maisons en bois cordé. Écoutez, c'est carrément de l'avant-garde, de la récupération. Alors, on a un pavillon qui est construit comme ça. C'est un ancien garage que j'avais, que je voulais détruire. Et puis, qui m'ont dit, ah non, on peut enlever les murs. Vous savez, cette naïveté de la personne qui ne connaît pas tant que ça et qui se laisse inspirer par des chercheurs. Et cette maison-là est toujours là chez nous. Elle a une belle histoire. Alors, une maison en bois cordé qui a été construite par des enfants. Et moi, puis quelqu'un nous guidait, puis on cordait le bois, puis il y avait du ciment qui se mettait à des endroits. Écoutez, c'est fou. Mais ça, à l'époque où les panneaux solaires commencent à exister, je fais rentrer des panneaux solaires. Mais le savoir n'est pas attaché. C'est beau, les ingénieurs d'université qui sortent des panneaux solaires, mais quand les panneaux solaires brisent, qui les répare? Comment ça s'attache, tout ça? Alors, c'est vraiment plein de gens qui m'ont inspiré. Et la naïveté de l'époque m'a permis de faire des choses folles, qu'on considérait folles, un peu. Bon, on développe le compost. Évidemment, j'ai appris que les produits chimiques, c'est pas bon dans les jardins. Alors, nos jardins ont toujours été bio. Moi, j'avais pas besoin d'accréditation. C'est un autre business, les accréditations. C'est lourd pour les fermiers, les agriculteurs. C'est souvent un frein pour faire les choses. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'il fallait que la société gère parce que tout le monde trichait. Il y en a qui disaient, oui, oui, on est bio, puis ça ne l'est pas. Hein? Il fallait qu'il y ait des critères, puis des normes, puis un code d'éthique qui se construise. Mais personnellement, on n'a jamais été accrédité bio. Mais non, on n'a jamais on n'a jamais travaillé comme ça. On a travaillé en permaculture et tout ça. Alors, les jardins se sont développés, mais d'une façon très organique, tout ça. Et au fur et à mesure je dirais, des découvertes, des passions, et j'ai fait avancer le produit. Comme dans un premier temps, on était végétarien. Pour moi, c'était la chose qui était la plus saine pour le corps à faire. Jusqu'au moment où je découvre certains travaux. Je ne suis pas nutritionniste non plus. Alors, comment on fait pour avancer là-dedans? Tout le monde a son petit bout de vérité, vous comprenez? Et ma préoccupation a toujours été d'aller vers des chercheurs qui ne sont pas commandités, qui ne sont pas payés par une forme d'industrie. La recherche pure. Et dans cette recherche pure-là, il y a des bouts de vérité, que je dirais, qu'on trouve et puis qu'on peut adapter. Et un des principes qui m'a touché profondément, c'est les travaux d'un chercheur chez vous qui s'appelle le docteur Seignelay.
et peu connu parce que c'était trop fracassant, les découvertes qu'il faisait. Et ça peut être intéressant pour le lecteur d'aller voir. Il a écrit un livre qui s'appelle L'alimentation, la troisième médecine. Et on lui avait posé la question, pourquoi vous n'avez pas dit la première médecine? Parce que c'est ce qu'Hippocrate dit, que ton aliment soit ton médicament. Ah, ça passerait pas vraiment. Si on disait que c'est la première médecine, il y a des gens qui seraient pas contents. C'est tout le financement des lobbies. Comment on fait pour avancer là-dedans? Sans vendre son âme, tout en restant en vie, puis tout en n'étant pas sectaire. Est-ce qu'on peut s'inspirer ce que j'appelle la vraie recherche? Et il y a eu des chercheurs, dont je vous parlais, le docteur Signalet, je pense au docteur Campbell aussi aux États-Unis, vraiment durant 40 ans, des recherches fondamentales. Alors, c'est pas le propos de notre entrevue aujourd'hui, mais ce que ça a créé chez moi, c'est est-ce que je peux créer un environnement sain, écologiquement sain, à partir des découvertes qui se font et créer une cuisine gastronomique qui fait que peu importe la personne qui vient, que ça soit vos grands chefs ou une personne qui est en mode recherche alimentaire, que ce soit du CAS qui vienne toquer ici, peu importe, non, des grands chefs qui fassent « Wow, c'est donc bien bon, c'est extraordinaire ». Et en même temps, que cette cuisine-là soit anti-inflammatoire. Ce qu'on découvre, c'est tout ce qu'on a mis dans le sol de produits chimiques attaque le microbiote de la terre. Puis ce mot commence à être de plus en plus connu. On parle souvent du microbiote de l'humain, hein, c'est notre flore intestinale. Comment est-ce qu'il y a plein de produits qui l'attaquent, en commençant par des antibiotiques. Puis on n'est pas contre. Des fois, il faut en mettre. Hein. Des fois, tout à coup, il y a des actions posées. Mais comment on ne prend pas bien soin de cette flore intestinale qui va avoir un impact partout dans notre corps, incluant sur la santé de notre cerveau. On sait de plus en plus maintenant, c'est pas moi qui le dis, je vous l'ai dit au départ, je suis pas biochimiste, ni nutritionniste, je suis juste un humain comme tout le monde, là, mais qui peut se nourrir intellectuellement de recherches fondamentales qui sont pas financées par les lobbies. Et ça, pour moi, c'est une priorité. Qui parle quand on me dit une recherche? Je veux vraiment savoir, est-ce que c'est de la recherche fondamentale ou si c'est quelqu'un qui est obligé de parler de cette façon-là? Alors, dans un premier temps, de découvrir, de réaliser que j'ai besoin de prendre soin de mon microbiote, OK? Parce que si j'en prends pas soin de la bonne façon, il y a une fondation dans ma santé qui peut être attaquée et qui va faire. On sait maintenant qu'il y a beaucoup de maladies qui ont les mêmes fondations. C'est-à-dire qu'il y a une santé intestinale qui n'est pas là. Il y a plein. Et puis, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Si la curiosité de l'auditeur est là, il y a du matériel qui est là. Mais que si je prends vraiment soin de ne pas créer de l'inflammation dans un premier temps silencieuse, pour ensuite cette inflammation devient très, très à pas le fort, j'ai mal à la tête, ou, j'ai de l'arthrite, ou j'ai le diabète de type 2. Si je prends soin de ça, il y a des symptômes qui disparaissent. Alors, peut-on créer une cuisine sexy? Alors, j'ai une question. Oui? J'ai une question, Lina. Si on prend soin aussi bien, comment dire, de l'environnement, ça veut dire qu'on prend soin de soi. Autant ça, c'est votre vision. Comment vous faites justement pour la partager avec vos collaborateurs pour que ça soit aussi bénéfique? Parce que vous m'avez dit qu'un de vos objectifs ou une de vos intentions en tant qu'entrepreneuse, c'était aussi de dire, de chercher comment faire grandir ses collaborateurs.
Écoutez, c'est un grand défi. Parce qu'il y a souvent des choses qui nous allument profondément. Et je pense à un livre que vous lisez. Il vous allume profondément. Vous le partagez, vous voulez l'offrir à tout le monde, il est trop extraordinaire. Puis un sur deux, un sur trois, ils sont pas allumés du tout par ça, parce qu'ils partent d'un autre endroit en dedans d'eux. Alors, ma stratégie a été de dire comment créer une cuisine qui est très bonne, qui fait que les gens vont faire waouh, c'est extraordinaire. Et à partir de ça, ça leur donne le goût, eux, de le pratiquer pour leur bien-être. Point à la ligne. Et une des choses que je sais, c'est on peut pas imposer une vision. On, comme chef d'entreprise, on peut décider qu'on rentre pas tel type de produit, qu'on choisit tel fournisseur. C'est de plus en plus facile. Certains membres de l'équipe vont dire, bon, on achète de tel fournisseur plutôt que d'un autre, puis ça s'arrête là. D'autres, tout à coup. Et souvent, c'est quand ils commencent à avoir un petit problème physique. La personne a souvent des maux de tête. Ah oui, si j'arrêtais de prendre tel produit, j'aurais pas de maux de tête. Ah, je vais essayer. Alors, nous, ce qu'on a fait, parce que il y a, il y a 7 activités par jour que nos clients ont, de tout ordre, avec des kinésiologues, des marchands forêt, euh, des naturopathes, comment retrouver son énergie. Alors, les gens, ils viennent ici, ils veulent apprendre la cohérence cardiaque. Alors, ils vont participer à ça, mais on va l'ouvrir pour nos employés aussi. Nos employés vont avoir le droit de participer, vont avoir le droit d'aller dans le sauna infrarouge, vont avoir le droit de faire le chaud, le froid, quand ils veulent. C'est ouvert. Et est-ce que ça veut dire que tous les employés viennent? Pas du tout. C'est que chacun, on doit avoir un immense respect d'où est-ce que la personne part. Il faut que ça parte d'un intérêt. Mais qu'est-ce qu'on met en place pour que ces choses-là se fassent? Mais c'est de donner des avantages à l'employé. Mais, et moi, de mon côté, mon objectif, c'est aussi que l'industrie l'entende, ça. Juste avant, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai été donner une conférence à Berlin et à des hôteliers. Puis c'était un congrès international. Et puis le titre de la conférence, c'est quand la gastronomie remplace les médicaments. Bien oui, nous, hôteliers, on a un pouvoir extraordinaire de pouvoir contribuer au changement. Et je le vois chez plusieurs, incluant dans des grandes chaînes. J'ai vu un chef dans des grandes chaînes, dans une grande chaîne ici, aller éduquer les femmes de chambre pour que le recyclage se fasse bien. Vous savez, il y a des gens dans chaque entreprise qui vont avoir une sensibilité. Comment on va chercher cette ouverture chez nos employés pour faire en sorte que le virus du bonheur et du bien-être se propage chez nos employés. C'est clair que c'est un art. Mais en même temps, souvent, il y a des patrons qui vont avoir été touchés. Et je me souviens de cette conférence que j'ai donnée. Puis c'était des gens, beaucoup étaient éveillés à une qualité, on dirait, de bien-être. Ils veulent être en forme, hein? On veut bien vieillir. OK, c'est quoi les moyens que je peux me donner? Et de réaliser, bien oui, j'ai un pouvoir dans mon entreprise pour faire changer les choses. Et ce qu'on réalise, le client veut ça aussi. Comment on se fait connaître? Ça, c'est une autre paire de manches. Hein? C'est une expression très québécoise. C'est un autre défi. Comment on fait connaître la mission de notre entreprise sans se faire catégoriser. Et c'est pour ça que l'avenue de cette notion de gastronomie est importante. Puis on le sait quand on travaille de cet ordre, la qualité des saveurs, écoutez, on travaille avec des huiles biologiques, pressées à froid. C'est clair qu'il y a des coûts à tout ça. En même temps, souvent les gens sont prêts à payer parce qu'ils savent qu'ils se donnent de la qualité. Ils se font du bien. Le défi est là, c'est sûr. Mais dans l'entreprise, pour moi, l'outil le plus puissant a été de donner accès à nos employés à plein d'avantages. Jocelina, j'ai une question.
parce que ce que vous dites, pour moi, c'est du petit lait, donc c'est fantastique. J'avais une question. Ça fait 45 ans que vous avez créé cet établissement. Quelle est votre envie de laisser comme impact positif derrière vous à travers cet établissement? Écoutez, je ne pense pas tout à fait comme ça. Pour moi, cet impact, c'est du quotidien, point. C'est des, c'est des semences qui se vivent au quotidien. Et ça, quand on sème au quotidien, on ne sait jamais quelle semence va lever, quelle graine va lever, puis par qui ça va lever. Et personnellement, comment répondre? D'un point de vue intellectuel, je comprends très bien votre question. Mais Mhm. ce que la vie m'apprend, c'est qu'elle ne se joue que dans l'instant, cette marque. Va-t-elle marquer? Va-t-elle pas marquer? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Ce que je sais juste, c'est est-ce que je peux faire du mieux que je peux aujourd'hui? Sans, sans être pris, moi j'appelle ça dans le cerveau reptilien, sans être pris dans cette tension mentale qui va faire qu'on devient plus puriste que les puristes et que ça devient des fixations. Il y a un danger là aussi. Puis, je suis pas en train d'excuser quoi que ce soit dans... euh, je vous dirais que c'est comme un examen de conscience qu'on doit... qu'on doit qu'est-ce, qu'est-ce que je souhaiterais faire pour juste être mieux, bien et rendre les autres autour de moi bien? Alors, je vous dirais, ça s'attache quasi à une démarche, ça s'attache à une démarche très personnelle, euh, euh, dans le respect des autres, pour faire en sorte que chacun puisse briller avec son savoir et que ça attire le bon style de personnel. C'est pas évident, cette chose-là. C'est vraiment un examen très personnel. Et je me dis, chacun, on a notre goutte d'eau à jouer dans la vie. Hein? On sait que l'océan c'est des gouttes d'eau. Écoutez, C'est juste des gouttes d'eau. donc plus ou C'est des moins, gouttes d'eau. si je vous comprends bien, c'est qu'on soit peut-être un peu moins dans le mental et un peu plus dans le cœur. Profondément. Ah, Et c'est une démarche. Puis d'aller, de prendre notre responsabilité profondément comme être humain incarné, ici, maintenant. Puis de cette notion, ah, c'est pas grave si je fais ça. Vous savez, le ah, c'est pas grave si je fais ça, multiplié par des milliards et des milliards de personnes, ben ça donne la planète que nous avons. Alors comment moi je peux jouer ma goutte d'eau? Paisiblement. Et souvent j'entends, ah, c'est pas grave, c'est recyclable. C'est parce qu'on le voit. On le voit, la tonne, les millions de tonnes de produits recyclés qui se retrouvent dans des pays qui n'en savent plus quoi faire. Alors, on pollue juste ailleurs. Comment je peux faire? Alors, la ligne est mince, puis c'est un processus de découverte, sans se taper sur la tête. Alors, je vous ai dit au début, on était végétarien, pour ensuite découvrir, ah, OK, c'est peut-être mieux pour beaucoup de personnes d'avoir de la viande. Quelle sorte de viande que je peux rentrer? Est-ce que je peux encourager des petits fournisseurs? Ah, il y a des lois qui font que, oh non, je peux pas l'encourager lui parce qu'il n'y a pas tel saut. On est dans l'hôtellerie. C'est pas évident. Ah, je peux pas acheter tel produit parce qu'il, bon, il y a des gens qui prennent des produits laitiers. Nous autres, on les a éliminés. Mais au début, on peut acheter des produits laitiers d'un petit fournisseur. Ah, il n'y a pas la norme de, il y a plein de barrières. Comment on fait pour encourager le local? Vraiment. Avoir un respect profond pour nos cultivateurs qui travaillent fort, nos fermiers, puis qui sont ils veulent aller vers le bio. Parce qu'on peut les payer le juste prix. C'est pas évident, tout ça. Mais comment on peut aider? Alors, on a un pouvoir immense, nous, les hôteliers, pour encourager ces gens et faire une différence autour de nous.
Et qu'est-ce que ça va laisser comme trace? La vie nous le dira. L'avenir nous le dira, exactement. Oui. Je voulais vraiment vous remercier pour ces paroles qui sont très touchantes. On sent, on entend votre sincérité, on sent que ça vient du cœur. Et je trouve que vos paroles sont sages et inspirantes pour chacun d'entre nous dans l'hôtellerie, mais aussi dans tous les métiers du tourisme, et pas que le tourisme d'ailleurs. On a besoin vraiment de se reconnecter à notre cœur et à faire les choses avec cœur et non avec une réflexion trop intellectuelle, trop poussée, etc. Jocelina, je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que je sais que vous devez récupérer de cette célébration hier soir. Je vous remercie beaucoup. Je dois passer bientôt au Canada et j'essaierai de passer vous dire un petit bonjour parce que vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger et continuer à avoir cet enthousiasme. Ça fait du bien. Merci beaucoup et au plaisir de vous recevoir. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.